Bon, évidemment, d'abord, mes propos n'engagent que moi-même. Je vais commencer avec la première partie qui était la mission des droits de l'homme au Rwanda. Donc, en 1997, l'émission était toujours sous le choc des attaques qui ont eu lieu contre son personnel, y inclut le décès de 5 personnes, 5 collègues. Gisenyi et Rungeri étaient toujours fermés, donc il n'y avait presque pas d'enquête qui se passait là-bas, malgré qu'il y avait beaucoup de tueries qui se passaient. Et personne n'était autorisé à se placer sans escorte armée. Donc, ce qu'on a essayé de faire au même temps, quand même, moi, mes responsabilités étaient officier chargé de justice et d'investigation. Donc, au niveau national, côté administration de justice, on a essayé de faire des projets comme Commission nationale des droits de l'homme. Sur le terrain, on a surtout essayé de former une formation en logistique et en procédure, surtout que il y avait des besoins plus lourds que d'habitude, puisque une bonne partie de la magistrature et des juristes avaient été soit tués ou soit sont partis en exil. Et les gens qui étaient là à ce moment-là, c'était majoritairement des Tutsis qui sont venus de l'exil et qui, pour la majorité, n'avaient pas de formation juridique et même des fois qui n'avaient même pas une formation universitaire. Les quelques Hutus qui restaient sur place avaient le temps très difficile. Il y avait un juge qui nous avait dit qu'il avait été averti vers la fin 1997 de ne plus nous donner des statistiques. Et le procureur de Gisenyi est porté disparu après se rencontrer avec un officier du APR. Évidemment, aussi un problème important, c'était qu'on dépendait beaucoup des autres agences onusiennes qui n'avaient pas un grand intérêt dans les droits de l'homme. Donc, ce que je vais essayer de faire dans ma présentation, en général, c'est d'un peu parler de mes expériences personnelles et tirer quelques leçons pratiques. Donc, ça, c'est déjà un. C'est que, généralement, des agences de développement, la Banque mondiale, le PNUD, sont peu intéressés aux droits de l'homme puisque ça complique leur vie énormément. Heureusement, d'autres organisations, CICR, Avocats sans frontières, Human Rights Watch, et ainsi de suite, étaient là. Donc là, vous voyez les juges à Gisenyi. Question de détention, évidemment, ça c'était un autre dossier chaud. Il y avait à l'époque plus de 126 000 personnes dans les prisons au Rwanda. Je les ai visitées plusieurs fois. Et heureux étaient ceux qui étaient quand même dans les prisons, puisqu'ils restaient en vie. Mais ils étaient obligés de dormir par roulement, tellement il y avait des gens dans les prisons. Il y avait, pour la grande majorité, aucun procès, aucune apparence, aucune aide juridique. Et dans les cachots qui avaient été construits pour environ une vingtaine de personnes pour passer quelques jours, on y voyait 200, 300 personnes qui vivaient dans leur propre merde et qui dépendaient de la bouffe qui était amenée par leur famille. Il y avait plusieurs supposées libérations de cachots qui se passaient pendant que j'étais là, dont on soupçonne qu'au moins une partie était plutôt des exécutions déguisées. On a essayé, en général, côté détention, de favoriser la transparence, donc d'informer les détenus de leurs droits. On a essayé aussi d'élaborer une base de données nationale qui pouvait quand même aider à avoir la transparence. Côté investigation, c'est ça qui choquait le plus le nouveau gouvernement, l'FPR, parce que malgré toute la propagande de génocide et tout ça, et la version qui avait été vendue, à laquelle moi-même j'avais acheté avant d'arriver sur place, et les crimes du FPR commençait à être trop évident à ce moment-là. Et déjà, la deuxième partie de 1997, les incidents étaient vraiment en nette croissance et la grande majorité était Gisenyi et Rungeri. Au moins 2000 personnes par mois qui se faisaient tuer, soit par des infiltrations venues de Nord Kivu
où on massacrait des Tutsis qui se promenaient en autobus sur la route ou ailleurs, ou parce qu'ils avaient coopéré avec les nouvelles autorités, ou bien parce que l'APR qui ratissait le terrain par la suite et considérait que tout Hutu qui trouvait sur place était cible valable. Finalement, les difficultés de travail dans ces conditions-là, c'était qu'on devait ramasser beaucoup d'informations à Kigali, dans les rencontres discrètes, parce qu'évidemment, on était surveillés en permanence. Et aussi, il faut le dire qu'on n'était que 4 personnes, y inclus notre officier de sécurité, pour couvrir les 99% des crimes qui se passaient à ce moment-là dans le pays. On avait un accès très limité dans Gisenyi et Rungeri. Néanmoins, on a quand même ramassé assez d'informations pour que le gouvernement soit vraiment pas très content de nous. Et finalement, c'est pour ça qu'on était bloqué à faire du travail à partir du début 98. Et peu après, évidemment, comme on a déjà parlé, on a inventé une nouvelle rébellion au Congo pour justifier une autre invasion. Malgré qu'au début, on refusait d'admettre qu'il y a eu que la présence des troupes étrangères. Là, vous voyez, ça, c'est l'entrée des fameuses grottes de Nyakinama. Là, on estime qu'il y avait au moins 5 000 à 10 000 victimes tuées par l'APR lorsqu'ils fuyaient des exactions. Ça, c'est une photo du camp de réfugiés Tutsi à Mudende, où il y avait le deuxième massacre le 10-11 décembre, avec 326 tués et d'autres blessés. Juste pour vous montrer un peu le genre de problème qu'on avait, ça c'est, vous voyez là, le colonel à l'époque Kiamba Nyamwasa, qui maintenant en exil, après avoir exposé beaucoup des crimes dont on parlait, notamment dans le fameux Rwanda Briefing, avec Patrick Karegeya, qui était assassiné par le régime à Kigali. Là, vous voyez l'ambassadeur américain, l'attaché militaire et David Sheffer, qui était l'ambassadeur pour les crimes de guerre pour Bill Clinton. Et là, on voit exactement comme ce qui s'est passé avant le génocide, lors des visites dans la zone FPR, c'est qu'ils sont passés pendant peut-être 2-3 heures, dans la compagnie évidemment de l'APR, et bon, comme ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé assez pour leur convaincre de ce qui s'est passé, donc rien à voir ici, on passe à autre chose. Là, vous voyez, ça, c'est quelqu'un qui m'a vraiment ouvert les yeux, la fameuse Roz Carr, qui tenait une ferme dans le nord-ouest, qui était là dans la région depuis 50-60 ans. Ça, c'est un orphelinat qu'elle a créé pour enfants Tutsis et Hutus confondus. Et c'est elle qui m'a parlé de beaucoup de crimes qu'elle avait vus et qui m'a vraiment beaucoup expliqué ce qui se passait là-bas. Passons au Congo. Encore une fois, on a parlé tout à l'heure de à quel point c'était à une époque la mission avec le plus grand nombre de casques bleus au monde. C'est peut-être encore vrai, mais par contre, regardez la taille du Congo, c'est à peu près grand comme l'Europe de l'Ouest. Donc, il y a un autre dispositif plus tard. Vous allez voir qu'en termes de nombre de casques bleus par population, c'était parmi les missions qui avaient le moins de casques bleus. Encore, on ne parle même pas des capacités, des contingents qui étaient là. Vous voyez encore, c'est un peu ce qu'on a parlé. Ça, c'est déjà un dispositif d'il y a longtemps. Déjà 4 millions de décès au Congo, sans parler, et ça, c'est depuis la deuxième invasion. Ça n'inclut pas les Hutus et Congolais tués lors de la première invasion. Donc, probablement déjà à cette époque-là, qui était... Je pense en 2006, il y avait au moins 5 millions de gens tués. Malgré ça, très peu de couverture médiatique. Bon, passons à la... Quand je suis arrivé, on a d'abord essayé de rapatrier des FDLR de Kamina, qui était la grande base dans le sud-est du Congo.
À l'époque, on voyait la propagande du gouvernement rwandais, on disait qu'il y avait 85 000 FDLR, qui était vraiment ridicule. Il n'y a jamais eu plus que 10 à 17 000 probablement combattants étrangers au Congo. Évidemment, s'il y avait eu 85 000 FDLR, je pense qu'ils auraient pu envahir le Congo, ce qu'ils n'avaient pas fait déjà à cette époque-là depuis plusieurs années. On a fait quelques visites sans beaucoup de résultats en 2001. Les FDLR, à ce moment-là, n'avaient pas l'intention de rentrer. Par contre, à partir du 2 octobre 2002, plusieurs cas d'FDLR ont été livrés de force au Rwanda par le gouvernement congolais. Et il y a finalement eu, comme résultat, des batailles à Kamina fin novembre, début décembre. Donc, à ce moment-là, le colonel Ndanda, qui était le commandant, a été tué. Et beaucoup sont échappés et plusieurs ont été rapatriés de manière, et j'étais personnellement responsable de cette opération, volontaire. C'est-à-dire que l'armée congolaise ne leur donnait pas vraiment le choix. Donc, ils sont acceptés de retourner avec leur famille. Mais quand même, ça nous a donné une première vision, puisqu'on a constaté que pour la plupart de ces gens-là, s'ils n'étaient pas accusés de génocide, et autant qu'ils fermaient la gueule, rentraient au Rwanda, qu'ils pouvaient vivre correctement pour les conditions de l'époque. S'ils fermaient la gueule, bien sûr. Bon, à ce moment-là aussi, de dialogue intercongolais, il y avait en 2002, il y avait vraiment peu d'accès de la MONUC dans l'Est, il n'y avait que 10% d'accès humanitaire, presque pas de casque bleu, donc difficile de faire quoi que ce soit. Le Rwanda ne voulait pas nous donner un accès. Suite aux protestations de beaucoup de monde, on a ajouté 6 délégués Mai-Mai. Et là, moi, c'était une de mes tâches, c'était de trouver des représentants valables des Mai-Mai pour participer au dialogue intercongolais. Ce qui était difficile parce que les Mai-Mai étaient compliqués, souvent hargneuses, manque d'accès, donc difficile de rencontrer la plupart des chefs. Néanmoins, on a trouvé des gens qui étaient, à l'époque, avant toutes les chicanes de qui toujours le vrai représentant, considérés comme valables. Et on a réussi avec difficulté à les amener à Sun City. Par contre, le Rwanda a essayé encore, pour ça, de mettre leurs délégués. Donc, ils nous ont amené des faux Mai-Mai. Ils ont insisté avec leurs amis dans la communauté internationale, notamment certains gens qui ont fini par être des chefs de mission, des sous-secrétaires généraux aux Nations Unies, à faire imposer 2 là-dedans. Donc, finalement, on a eu 8. Et quand même, on a eu la signature de l'accord global. Et pendant une certaine période, environ 1 an, malgré des difficultés, ça commençait à aller un peu. Et des gens, il y avait... Et ça, c'est important pour toutes les missions futures. Il y avait la lune de miel, là où les gens, surtout le premier accord de paix, les gens sont plutôt contents. Généralement, il y a une bonne volonté et les gens sont prêts à coopérer. Et là, on a commencé à rapatrier beaucoup de volontaires, surtout ce qu'on appelle des Hutus Mai-Mai, donc des Rwandais et Burundais qui étaient avec les groupes de Mai-Mai et les déserteurs individuels FDLR. Là, 1er décembre 2002, le premier volontaire combattant Hutu, complètement volontaire. Malgré ça, en cours de route, on s'est fait arrêter et tenu prisonnier pendant 3 heures de temps par une milice, le Mudundu 40, qui était proche du Rwanda, qui ne voulait pas qu'on rentre. Finalement, on a réussi et le processus a commencé à fonctionner. Un autre aspect important, c'est qu'on n'arrêtait pas d'inventer de nouveaux mécanismes pour compliquer les affaires. Donc, on avait le Third Party Verification Mission avec l'Afrique du Sud et l'ONU, où on a essayé de bypasser, si on peut dire en bon québécois, l'ONU
pour pas qu'on sache qui exactement est rentré au Rwanda. Et plusieurs autres commissions, et toujours c'était simplement un fardeau de plus pour le MONUC et une complication de plus. Quand on a déjà parlé de la proportion. Une autre question, c'était le problème des gagnants et perdants. Donc, évidemment, là, vous voyez le général Nabiolwa avec le colonel Dunia de la péninsule d'Ubwari. Et là, il y avait des gens donc, qui perdaient des positions de leadership ou qui étaient mutés, et ainsi de suite. Tout le style de vie dont on a parlé, les profits de la guerre, au niveau bas du moins, que certains gens allaient perdre. Et le rapatriement des combattants étrangers était très lié à la stabilité du Congo. Et ça, c'est très important qu'il fallait avoir une réforme du secteur de sécurité, désarmement, reformulation de l'armée congolaise. Mais à l'époque, le contrôle était pratiquement inexistant. Il y avait des groupes avaient 2-3 fois plus de combattants sur leur liste qui existaient réellement, beaucoup de combattants étrangers, présence d'armées étrangères qui étaient sur le terrain, des guerres par procuration qui continuaient, notamment avec le RCD, les factions congolaises qui des fois se battaient entre elles, et des forces congolaises très inefficaces qui ne pouvaient pas défendre le pays ou contre les occupants étrangers ou affronter les rebelles. Et aussi, taxation de la population dont les gens se plaignaient. Donc, un moment, ils se plaignent qu'on est en train d'empêcher leurs braves milices de leur défendre. Et là, la minute que c'est un peu calme, on se plaigne qu'ils taxent la population et pourquoi on n'a pas fait plus. Par contre, une chose qui était bien, du moment qu'on avait un gouvernement de transition, au moins à ce moment-là, on n'avait plus cette obligation de neutralité. C'est-à-dire que quand il y avait un problème, on pouvait amener un appui réel au gouvernement. Et on a essayé de faire le plus qu'on pouvait avec le général Nabiolwa, qui était vraiment très bien, qui voulait mettre de la discipline pour lui aider avec des choses pratiques. Donc, lui aider en l'amenant en hélicoptère pour payer ses troupes. Si on veut avoir des troupes disciplinées, il faut commencer par les payer, du moins. Après qu'on les a payées, là, on peut les discipliner. Et une fois qu'ils sont disciplinés, ils peuvent servir à quelque chose. Ça, c'est le colonel Amani, quand même un chef assez important qu'on a réussi à convaincre à rentrer, malheureusement pour lui. Il n'a pas fermé sa gueule, et quelques mois après qu'il est rentré au Rwanda, on lui a placé en prison. Je ne sais pas s'il est sorti. Démobilisation des enfants soldats, ça c'est l'exemple de Hutu Mai Mai. Un autre aspect très important, un peu dans le sens d'autres présentations. Là, vous voyez, ça c'est des tableaux que j'avais faits lors d'un article que j'avais publié pour le Harvard Africa Policy Journal. Vous voyez bien que les budgets d'aide au développement fournis par la communauté internationale étaient de loin assez pour financer toutes les dépenses officielles, du moins, des armées étrangères au Congo. Donc, c'était une très bonne affaire pour eux. Ils recevaient l'aide au développement. Avec ça, ils finançaient leur guerre. Avec leur guerre, ils pillaient des ressources du Congo. Très bonne affaire pour eux. Encore une fois, là, avec tout ce pillage et l'aide, le Rwanda apparaît très bien. Encore, wow, vous faites un bon job avec tout l'argent qu'on vous donne, donc on va vous en donner davantage. Pareil pour l'Ouganda. Là, c'est évidemment aussi les FDLR avaient tendance à être plutôt dans les zones où il y a des mines. Bon, ça c'est Opération Makusudi. Ça, c'est une chose qu'on a découvert. C'était l'effort par l'APR d'empêcher le progrès au Congo. Donc, vous posez pourquoi, après l'accord global et inclusif, pourquoi ça n'a pas mieux fonctionné? Bien, c'est une partie de cette raison-là, à part les difficultés qu'on a toujours après un accord de paix pour reconstruire le pays, c'était qu'il y avait des spoilers, comme on dit en anglais, des gens qui voulaient empêcher que ça marche bien.
Donc, chaque fois qu'on faisait un peu de progrès, le Rwanda et l'Ouganda essayaient de mettre les bâtons dans les rues pour empêcher que ça progresse. Donc, déjà, la première chose qu'ils ont faite à travers le RCD, c'était une vaste offensive contre les Mai-Mai pour contrôler le maximum de terrain avant qu'il y avait le brassage des différentes forces. Et là, à ce moment-là, ça nous a empêché, nous, de faire rentrer des combattants Hutus au Rwanda parce que d'un coup, les Mai-Mai disaient « Là, vous venez de nous enlever parmi nos meilleurs éléments, alors on va arrêter de coopérer avec vous, la MONUC. » Comme j'ai dit auparavant, les chefs Mai-Mai envoyés pour formation à Kinshasa se trouvaient sans appui dans une grande ville qu'ils ne connaissaient normalement pas, abandonnée. Donc, ils se disent, je suis bien mieux de rentrer chez moi sur la péninsule d'Ubwari avec mes 14 femmes et mes 300 vaches où je suis le roi, plutôt que de pétrir ici à Kinshasa. Le gouvernement rwandais a essayé aussi soit de créer ou de renforcer des milices, soit qui n'avaient pas signé l'accord de paix, comme le Mudundu 40, ou d'en inventer d'autres. Donc, à un moment donné, ils avaient mis Patient Mwendanga, qui était du Mudundu 40, comme gouverneur, qui pourrait dire, ben, nous, Mudundu 40, nous ne sommes pas signataires, donc on n'est pas obligés par l'accord global. Et ça a donné lieu à des luttes intestines contre RCD et M40. Et même là, parce que c'était le PNUD, ils n'étaient pas prêts même pour désarmer ces M40. Voilà, ils sont en désarmement. Aussi, on a déjà fait référence, il y avait plusieurs officiers Banyamulenge, soit ex-APR ou soit qui avaient été instrumentalisés par l'APR et qui avaient fait beaucoup de crimes au Congo, qui avaient été placés dans les positions importantes juste avant la transition. Pareillement, ce qu'on appelait les amis de Masusu, qui avait été un des camarades de Kabila qui était assassiné dans les circonstances obscures, qui avait été aussi promu et placé dans les postes clés. Donc, quand Abiolwa est arrivé, il avait été obligé de travailler avec tout cet entourage de criminels de guerre et de gens qui étaient très fidèles aux intérêts du FPR. Et ces officiers, on les voyait avec des véhicules 4x4 qui leur avaient été offerts personnellement par le gouverneur Chiribania, lui aussi condamné par coutumance pour l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Et on voyait ces mecs-là régulièrement traverser pour aller à Kigali prendre leurs instructions. Donc, nous, des fois, on allait pour des réunions là-bas à Kigali. Hop, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Est-ce que vous avez obtenu la permission de voyager? Bon, on se voit à Bukavu. Et donc, même dans le même sens, il y avait, lors d'une réunion du TPVM janvier 2003 à Kigali, donc, d'un coup, la délégation du gouvernement congolais dit « Mais qu'est-ce que Thomas Lubanga fait ici dans le même hôtel que nous à Kigali ?» Et évidemment, le co-président de la réunion, Billy Massetla, qui était sud-africain, pas important. Mais quelques temps après, vraiment pas longtemps, évidemment, Ituri a explosé en violence avec Thomas Lubanga en tête, et on a vu qu'il était aidé par son chef des opérations, Bosco Ntaganda, la femme qui a aussi été vétéran de plusieurs autres campagnes et milices, il inclut le M23. Et ça, c'est un tableau que j'ai présenté au Conseil de sécurité et lors de leur visite à Bukavu, et là-dedans, on voit que chaque fois qu'on commençait à faire du progrès dans le Sud Kivu et on commençait à faire rentrer beaucoup de combattants Hutus rwandais, chaque fois, le Rwanda ou ses alliés, ses milices au Congo faisaient quelque chose pour nous remettre à zéro, pour compliquer la situation. Malgré qu'ils plaignaient comme pourquoi on ne fait pas assez, pourquoi on n'a pas rapatrié plus de gens,
même si eux, pendant toutes leurs années d'occupation, ils n'avaient pas ramené un seul combattant. Pour nous, c'était une autre difficulté. Donc voilà, on avait cette fameuse troisième rébellion, dont on a fait référence un peu avant, les envies d'expansion du Rwanda. Donc après qu'on a découvert plusieurs caches d'armes au sud Kivu, surtout à Bukavu, chez ces fameux officiers, le gouverneur Chiribania est suspendu. Mutebutsi, le second de la 10e région militaire, essaie d'assassiner son chef, le général Nabiolwa. Au même temps, on avait, comme d'habitude, ces tentatives de dire il y a un génocide contre les Tutsis qui s'annonce, il y a un génocide contre les Tutsis qui s'annonce. On a dit, OK, moi j'ai des interprètes qui, à cause de toutes ces déstabilisations, avaient moins à faire. Je les ai mis un certain nombre pour monitorer les radios. Ce qu'on a découvert, c'était au contraire, malgré qu'il y avait des critiques contre le Rwanda pour ses actions, que la vraie haine venait du Radio-Rwanda. Parce que c'était eux qui, constamment, un message, « Ah, il y a le génocide contre vous, on est méchant contre vous. » Et à un moment donné, ça s'est passé de juste les Tutsis aux rwandophones en général, Hutus et Tutsis confondus. Donc, vous devez ramener le Sud Kivu au berceau. Donc, solidarité rwandophone contre tous les autres Congolais. Et malheureusement, silence de la MONUC et de la communauté internationale. Mutsebuti suspendu mais maintient sa milice. On a un nouveau commandant. Finalement, la guerre à Bukavu, l'apparition de Laurent Nkunda qui, sans avoir un poste dans le Nord Kivu, puisqu'il ne voulait pas le prendre, soudainement arrive avec une armée de plusieurs milliers de combattants très bien armés. On a protégé les civils le mieux qu'on pouvait, et seulement la menace, la suggestion d'une force d'intervention, comme ce qu'on avait eu en Ituri, de l'Union européenne, a fait en sorte que d'un coup, Nkunda a décidé « Ah, finalement, il n'y avait pas eu de génocide, donc je m'en vais avec mes 3000 troupes », qui par la suite ont continué à compliquer la situation au Nord Kivu. Malheureusement, ça, notre manque d'action a créé des attaques contre d'autres sites onusiens, plus de pillages, plus de méfiance, en général, affaiblissement des forces militaires du gouvernement de transition et aussi un massacre de Tutsis congolais dans le camp de Gatumba au Burundi. Et ce qui était curieux là-bas, moi je suis allé le jour avant pour discuter avec les autorités burundaises par rapport à mes combattants burundais que j'accumulais dans un camp non loin de Bukavu, que personne ne voulait prendre à ce moment-là. Et là, il me donne une lettre. Vous voyez cette lettre qui mentionne que le colonel Dounia est connecté avec les FNL, il planifie quelque chose et tout ça. Donc, bon, je ne l'ai pas pris trop au sérieux à ce moment-là et j'avais des choses à faire. Le lendemain, je rentre à Bukavu. Pour la première fois, le poste frontalière de Bugarama est fermé, pas pour tout le monde, juste pour moi, onusien. Et on apprend que dans la nuit, il y a eu ce massacre-là. Et là, le gouvernement rwandais était le premier à nous avertir. L'armée, la police, les gendarmes burundais n'avaient rien fait pour empêcher le massacre. Et quand on arrive sur place pour investiguer, on dit, voilà la lettre qu'on vous a donnée. Mais là, la lettre, il y avait le faux prénom de colonel Dounia. On parlait, je ne sais pas, c'est district au lieu de territoire ou vice-versa. Il y avait comme 5 ou 10 fautes dans la lettre qui montraient que c'était vraiment une invention. Et aussi, j'avais tout de suite envoyé mes gars pour investiguer sur la frontière. Et ils m'ont confirmé ce que je soupçonnais déjà, que c'était invraisemblable que les Maï-Maï, qui étaient des braves types, mais pas les plus organisés, et qui n'avaient jamais attaqué le Burundi ou le Rwanda, d'un coup se sont organisés pour entrer et attaquer un camp de réfugiés contre la protection des forces de sécurité burundaises.
et sans se faire même vu ou attraper. Bon, finalement, même si les FNL ont réclamé la responsabilité, on a continué à essayer de poursuivre cette propagande. Une autre histoire qui s'est passée avec le processus de Rome, dont personne ne se souvient, mais il y avait un effort sérieux pour essayer d'avoir un dialogue quelconque entre les FDLR et le gouvernement rwandais. Évidemment, on a même eu la visite du président des FDLR, Ignace Mrwanashikiaka, pardon pour ma prononciation, le président, et finalement, les Rwandais n'étaient pas du tout intéressés. Donc, ils voulaient, ce qu'on a compris, c'est qu'ils voulaient la présence d'un certain nombre de gens au Congo qui pouvaient appeler des génocidaires, malgré que la plupart étaient des petits-enfants à l'époque du génocide et que et qu'ils n'avaient pas envahi le Rwanda depuis longtemps ou essayé d'attaquer ou infiltrer. C'est un prétexte pour maintenir leur présence au Congo. Néanmoins, on a réussi à rapatrier la grande majorité des combattants étrangers. Là, vous voyez de moins en moins, et ça, c'est jusqu'en 2007. Très important, comme j'ai dit auparavant, il faut avoir la réforme de secteur de sécurité si on veut se débarrasser de ces milices et surtout des combattants étrangers. Et là, il faut des choses pratiques, comme un enregistrement. Il faut un soutien des donateurs. Il faut, là, si vous voyez à quel point c'était compliqué ce brassage, le manque d'aide, le problème, vous voyez, ça c'est la plaine de Ruzizi. On a voulu faire une base, mais il n'y avait aucun appui. Donc les troupes sont arrivées là-bas, les combattants, ils n'avaient pas de place pour rester, ils n'avaient pas de bouffe, donc ils ont fini par piller un peu la population. Et une partie de ce problème-là était que tous les donateurs et le QG de la MONUC étaient à Kinshasa, à 2000 km. Donc, ils n'avaient pas un sentiment d'urgence. Donc, quelques conclusions. Si on n'a pas la sécurité, c'est très difficile de faire du progrès sur autre chose. Ça prend une approche d'ensemble. On a vraiment un temps limité pour construire une fondation. On a besoin d'une réponse rapide et que les décideurs soient assez proches du terrain. Prévoir un minimum de 10 ans pour vraiment construire quelque chose après un conflit. Plus, et comme on a dit auparavant, plus c'est difficile, plus le conflit dure, plus de temps ça va prendre pour remettre les pièces ensemble. Utilisez les bonnes institutions, n'utilisez pas le PNUD ou la Banque mondiale pour faire la réforme du secteur de sécurité. Ils sont trop lents, ils sont trop incompétents dans ce domaine et ils ont tendance à toujours se plier devant les dictateurs. Force de réaction rapide, là où la France a été très utile de temps à autre. Même si la plupart des contingents sont là que pour l'argent et tout ça, si au moins on a un bataillon ou deux, selon la taille de la mission, de troupes vraiment capables et opérationnelles, ça peut aider énormément. Si on ne met pas les ressources au début, on va payer plus tard. Finalement, fin d'impunité, il faut qu'on arrête ce qu'on a parlé de justice du vainqueur. Il ne faut pas qu'on recycle les mêmes récidivistes, comme Judy a dit. Il ne faut pas qu'on trouve... Encore une fois, j'étais choqué de voir que Ruamberi est toujours ça doit être son énième fois qu'il est recyclé, malgré tous ces crimes de guerre dans les forces gouvernementales. Qu'on arrête d'appuyer les pompiers pyromanes comme Kagame et qu'on arrête de leur fêter et leur financer, leur donner les moyens de faire des guerres ou les mettre dans les positions importantes au sein de l'ONU, la francophonie, ainsi de suite. Là, vous voyez ce qui arrive à un criminel de guerre, fêté partout. Alors, merci beaucoup pour votre patience. Merci beaucoup.